Le mépris des Anglais pour l'Irlande pendant la famine. Jamais auparavant un gouvernement chrétien, comme l'appelaient les Anglais, n'avait été aussi indifférent à la mort d'un si grand nombre de personnes. Oui, vous pouvez gémir, mais le temps viendra où nous saurons combien de personnes ont péri. Et bien que les politiciens puissent montrer une fausse détresse et essayer de cacher la vérité, le temps viendra où l'Angleterre et le monde connaîtront, avec des détails effrayants, la gestion misérable des affaires de l'Irlande, comment et pourquoi le mildiou de la pomme de terre a été autorisé à amener le peuple à la famine, à la maladie et à la mort. Au cours de la première année de la famine, le Premier ministre anglais, Sir Robert Peel, a importé du maïs indien d'Amérique du Nord en Irlande, pour une valeur de 100 000 livres. Il a été distribué par voie maritime dans tous les ports d'Irlande, puis moulu en une farine jaune, qui a joué un rôle important en aidant à maintenir certaines personnes en vie. Avant de pouvoir importer davantage de maïs indien, Sir Robert Peel a dû abroger les lois sur le maïs, qui protégeaient les agriculteurs anglais contre l'importation de céréales étrangères bon marché. Le Premier ministre s'est fait de nombreux ennemis, même au sein de son propre parti conservateur, les Tories. L'aristocratie terrienne conservatrice a rendu impossible la poursuite de l'aide. Le gouvernement conservateur tombe. La voie est libre pour la formation d'un gouvernement Whig sous la direction de Sir John Russell. Les Whigs et les Tories étaient des partis politiques opposés au XVIIIe siècle. Les Whigs avaient une croyance protestante extrême selon laquelle les gouvernements ne devaient pas interférer dans le marché libre donné par Dieu. Donner de la nourriture gratuite ou même subventionnée aux Irlandais, comme l'avait fait Peel, n'était pas acceptable. Regarder la réalité et la vérité en face n'était pas non plus toléré. La doctrine du laisser-faire ou de l'abandon de l'économie aux forces du marché a été rigoureusement appliquée par le gouvernement Russell. Russell a déclaré « J'assure aux membres de la Chambre que le gouvernement n'importera pas de denrées alimentaires d'autres pays. Nous pensons qu'il est de loin préférable de laisser l'entreprise privée et le commerce ordinaire s'occuper de l'approvisionnement de la population. La politique de non-ingérence dans le commerce peut être bonne en temps ordinaire. Mais pas lorsqu'une famine de pommes de terre a créé une calamité qui s'est soudainement abattue sur l'Irlande, sans précédent dans l'histoire du monde. Il n'y avait pas de commerçants ici. Il n'était pas raisonnable de penser que, soudainement, des marchands et des détaillants pourraient surgir pour répondre aux besoins des gens. Les ministres de Sa Majesté auraient dû enfreindre les règles rigides, non développées, de l'économie politique, pour sauver une population d'une mort horrible. C'est ainsi que George William Frédéric Villiers, 4e comte de Clarendon, a écrit au Premier ministre « Je ne suis pas en mesure de changer les opinions de Charles Wood ou de Sir Charles-Édouard Trevelyan, qui ont dit que la bonne voie était de ne rien faire pour l'Irlande et de laisser les choses se dérouler selon les causes naturelles. » Charles Wood était le chancelier de l'Échiquier, qui avait le dernier mot sur les dépenses liées à l'aide aux victimes de la famine. Il était un fervent adepte du laisser-faire, tout comme son chef permanent au Trésor, Charles-Édouard Trevelyan, fils d'un ecclésiastique anglican et fonctionnaire de carrière. L'un de ses professeurs avait été le révérend Thomas Malthus, qui enseignait que la famine agissait comme un frein préventif à la croissance démographique. Toujours en bon fonctionnaire, Trevelyan a déclaré « Tout ce que nous pouvons viser en toute sécurité, c'est de faire en sorte que les habitants de toutes les régions d'Irlande aient la possibilité d'acheter de la nourriture aux prix actuels s'ils en ont les moyens. » Sachant pertinemment qu'ils n'en avaient pas les moyens et qu'ils mourraient de la mort la plus atroce. Au château de Dublin, les membres du bureau du commissaire ont pu voir de près les horreurs qui se déroulaient. Ils savaient que l'Irlande n'avait pas de réseau de distribution alimentaire et qu'il était impossible d'en créer un à partir de rien. Tenir la responsabilité de la mort à distance est une capacité psychologique. Le ministre irlandais lui-même a admis que, dans de nombreuses régions du pays, la population avait été décimée et il a déclaré « Chaque jour, nous entendons parler de personnes qui meurent de faim. Je voudrais donc savoir ce qui a empêché les ministres d'envoyer de la nourriture en Irlande pour nourrir les gens qui meurent de faim. J'ai toujours eu une certaine horreur des économistes politiques, depuis que j'ai entendu l'un d'eux dire qu'il craignait que la famine de 1848 en Irlande ne tue pas plus d'1 million de personnes. Et que cela ne suffirait guère à faire beaucoup de bien. Pour faire quel bien, voulait-il dire, Trevelyan, cependant, craignait simplement que l'aide à l'Irlande ne nuise aux intérêts économiques de l'Angleterre. Ne faisant pas la part des choses, il déclare
Il est inutile de transférer la famine d'un pays à l'autre. Je ne suis pas du tout consterné par la mort de vos locataires irlandais. Cela semble être un élément nécessaire du processus. Nous ne devons pas nous plaindre de ce que nous voulons vraiment obtenir, des domaines durables et rentables. Mais comme vous l'avez justement fait remarquer, nous devons faire tout ce que nous pouvons et laisser le reste à Dieu. J'espère que s'il y a des prêtres catholiques dans les parages, ils le diront clairement. Il est pénible pour les pauvres de ne pas savoir qu'ils souffrent de la providence de Dieu. Au cours de la première année de la famine, le gouvernement anglais a entrepris des travaux publics. En assumant la moitié des coûts, des routes ont été construites à Fermoy, dans le comté de Cork. Des collines escarpées, de chaque côté de la ville, ont été abattues pour laisser place à des sentiers, toujours si caractéristiques de la ville. Les salaires de 6, 7 et 8 sous par jour, avec la nourriture, étaient délibérément conçus pour être si bas que personne ne choisirait de travailler dans le cadre d'un programme gouvernemental, s'il pouvait trouver un autre emploi. Seule une petite fraction des indigents pouvait trouver un emploi. En août 1846, le gouvernement Russell a introduit la loi sur les taux de main-d'œuvre, destinée à transférer le coût des travaux publics sur les tarifs irlandais. On aurait pu tout aussi bien décréter une famine générale et arrêter complètement l'approvisionnement en nourriture. La campagne irlandaise est encore parsemée de vestiges des maisons de travail, créées à la suite de la loi irlandaise sur les pauvres, adoptée en 1838. Le rédacteur de cette loi, George Nichols, a admis que son objectif n'était pas tant d'atténuer les souffrances des pauvres Irlandais que de les empêcher de se rendre en Angleterre. Les maisons de travail sont financées par les impôts locaux et sont rendues aussi inconfortables que possible, afin que personne ne soit incité à s'y rendre. Pourtant, en 1849, près d'1 million d'âmes étaient enfermées dans ces maisons, ce qui donne une idée de la dégradation du peuple irlandais. Ces maisons étaient la seule alternative à la famine pour de nombreuses personnes pendant la famine, mais avant de pouvoir entrer dans une maison ou de recevoir de la nourriture, il fallait renoncer à tout droit sur une terre de plus d'un huitième de hectare. Les locataires savaient qu'en vertu de la loi gaélique, ils étaient propriétaires de leurs terres. Et lorsqu'il arrivait que les maisons de travail ferment, faute d'argent, les détenus, hommes, femmes et enfants, étaient abandonnés sur le bord de la route, pour y mourir.